Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce podcast, parce que oui, c'est vrai que nous sommes sur un space Twitter, mais nous allons publier cette vidéo en format podcast sur les différentes plateformes telles que YouTube, Facebook, Instagram. Alors aujourd'hui, nous avons une thématique très intéressante et importante sur laquelle nous allons, entre guillemets, débattre. Bon, après, vous allez pouvoir poser vos questions en commentaire. Mais l'idée ici, c'est de parler de l'Afrique et de la blockchain. Visionnaire ou utopique? Est-ce que la blockchain pourra réellement être une révolution pour l'Afrique? Voilà. Et donc, nous allons dérouler ce podcast en commençant par une présentation du sujet. Donc, la blockchain, c'est quoi? Parce que je suis sûr qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi la blockchain. Donc, on va commencer par définir ce qu'est la blockchain et ensuite placer la blockchain dans un contexte africain. Alors, la blockchain, simplement, c'est une technologie de stockage. Les technologies de stockage qui existent déjà, il y a ce qu'on appelle les bases de données. Par exemple, dans votre téléphone, lorsque vous téléchargez une chanson, ben, cette chanson-là va être stockée quelque part. Voilà, dans une base de données. Tout comme sur un site internet, vous allez pouvoir, par exemple, si vous faites un site dans lequel vous allez recenser des candidats d'une élection, il faudra que toutes ces personnes-là soient stockées dans une base de données. Donc, en fait, une base de données, c'est déjà une technologie de stockage en soi sur Internet. OK? Et donc, la blockchain, c'est une technologie de stockage également. Maintenant, elle est différente. Elle est différente parce que c'est une technologie de stockage transparente, sécurisée et décentralisée. Quand on parle de transparence, ça veut dire que cette base de données-là, elle n'est pas cachée. Elle est visible par tout le monde. Tout le monde peut la consulter. Transparente, sécurisée, c'est parce qu'il y a tout un mécanisme autour qui permet à ce que cette base de données-là ne puisse pas être corrompue, attaquée, ou alors que les informations sur cette base de données-là ne puissent pas être modifiées. Et décentralisée parce que justement, cette base de données-là n'est pas dans un endroit centralisé, n'est pas détenue par une institution ou par quelqu'un. C'est détenu par tous les utilisateurs qui l'utilisent. Et si je prends un exemple plus concret pour vous faire comprendre ce que c'est, je prendrai l'exemple d'une banque. Dans une banque, il y a un registre dans lequel on va noter toutes les transactions que vous faites. Par exemple, si vous allez à la banque faire un dépôt d'argent, la banque va noter ce dépôt-là dans un registre qui fait en sorte que lorsque vous allez partir dans 1 an, 2 ans à la banque, vous allez pouvoir retrouver dans le registre le dépôt que vous avez fait il y a 1 an. Donc, il y a un historique des transactions que vous faites grâce au registre bancaire. Et donc, ce registre bancaire-là, on va dire que c'est une base de données. Et cette base de données-là est centralisée parce qu'elle est contrôlée uniquement par la banque. Vous, en tant qu'externe à la banque, vous ne pouvez pas avoir accès à cette base de données-là. Voilà pourquoi on parle de centralisation. Et pour modifier les informations sur cette base de données-là, c'est possible parce que c'est la banque qui détient le registre, donc la banque peut modifier même à votre insu. OK? Donc, lorsqu'on parle de blockchain, on parle d'une base de données qui n'est pas détenue par une entité centrale. Donc, sur une blockchain, vous allez pouvoir faire des transactions, donc avoir un historique de transactions, mais cet historique-là ne sera pas contrôlé par un tiers de confiance, par une institution. Maintenant, pour ce qui est des autorisations, lorsque vous faites une transaction bancaire, la banque va décider si vous pouvez la faire ou pas, selon les critères de la banque. Ça fait en sorte en fait que dans une transaction d'une personne A à une personne B, au milieu, il y a la banque. Et la banque, au milieu, a pour rôle de s'assurer que dans votre compte, il y a bel et bien la somme que vous voulez envoyer et que la personne en face a bel et bien un compte pour recevoir l'argent que vous envoyez, pour éviter la double dépense. Et donc, du coup, la blockchain vient permettre à ce que A puisse envoyer de l'argent à B sans qu'il n'y ait au milieu quelqu'un, sans qu'il n'y ait d'intermédiaire, sans qu'il n'y ait de tiers de confiance. Et donc, la blockchain va fonctionner pour autoriser les choses par un consensus. Ça veut dire que pour qu'une information, pour qu'une transaction soit acceptée et validée sur une blockchain, ce n'est pas une entité centrale qui va s'assurer que tel atteint dans son compte, non. C'est toutes les personnes qui utilisent ce réseau-là
qui vont se mettre ensemble pour décider si la transaction peut être effectuée ou pas. Pourquoi et comment c'est possible? Parce que toutes ces personnes-là vont elles aussi pouvoir détenir la blockchain. Comme je vous disais tout à l'heure, la base de données dans laquelle est stockée ou sont stockées vos transactions bancaires n'est détenue que par la banque. La blockchain, c'est une base de données qui est détenue par tous les utilisateurs. Ça veut dire que tout de suite, je vous invite à prendre votre téléphone ou bien votre ordinateur et de taper par exemple Etherscan. Etherscan, ça s'écrit Etherscan. Etherscan. Lorsque vous allez taper Etherscan, ben vous allez vous rendre compte que vous allez arriver sur Google et la première page que vous allez voir s'afficher, vous cliquez dessus. Et c'est ça une blockchain. Ça veut dire que tout le monde peut consulter cette blockchain-là. Mais vu que cette blockchain-là stocke des transactions, ça veut dire que vous pouvez détenir et posséder cette blockchain-là en la téléchargeant dans votre appareil. Ça fait qu'au lieu que la blockchain soit détenue par un tiers de confiance qui le détient, la blockchain, c'est une base de données qui permet de pouvoir avoir la possession de ce registre-là. Donc, toutes les transactions qui se passent sur ce registre, vous pouvez y avoir accès. Il n'y a pas une personne qui va venir vous dire que oui, il y a eu tel nombre de transactions à telle heure, etc. Non, vous-même, vous pouvez aller vérifier. Et toutes les personnes qui détiennent le registre ont la possibilité de vérifier ce qui se passe sur le registre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui va dire que oui, telle personne a envoyé de l'argent à telle personne, effectivement. Non, tu n'as pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Toi-même, tu peux aller vérifier. Et vu que tout le monde peut aller vérifier si une transaction peut être faite, on a une garantie que ce qui est fait sur ce registre est vrai. Parce que personne ne peut tricher. Parce que tout le monde peut avoir accès au registre. Et maintenant, il y a un processus qu'on appelle le minage qui va faire en sorte que les transactions puissent être mises dans ce qu'on appelle des blocs. Parce que quand on dit blockchain, on parle de chaîne de blocs. La blockchain, c'est un registre dans lequel on va pouvoir stocker des informations dans des chaînes, dans des blocs. Et chaque bloc peut contenir une certaine quantité de transactions. Et quand on parle de transactions ici, vous voyez ça au sens large. Ce n'est pas seulement des transactions financières. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais lorsque l'on parle de blockchain, on parle de chaîne de blocs et on peut stocker les transactions dans des blocs. Chaque bloc a un nombre de transactions limité. Vous voyez les blocs un peu comme les pages d'un livre. Lorsque tu écris sur une page et qu'elle est remplie, tu passes à la page suivante. Et donc, sur une blockchain, on va faire les transactions qui vont être mises dans des blocs. Et ces blocs-là, en fait, vont stocker les transactions. Ces transactions-là vont être mises dans les blocs et les blocs seront ajoutés à la blockchain, à la suite des autres blocs. Donc, chaque bloc étant lié avec le bloc d'avant, tous les blocs sont liés les uns avec les autres. Ce qui fait que si tu veux modifier l'un des blocs, tu modifies toute la blockchain, ce qui est impossible. Blockchain pour chaîne de blocs. Des blocs qui sont liés les uns avec les autres. Et pour ajouter un bloc à la blockchain, c'est là maintenant que se trouve l'enjeu du consensus. Parce qu'il va falloir que on sélectionne un mineur au hasard. Un mineur, c'est un ordinateur qui va effectuer des calculs mathématiques pour résoudre ce qu'on appelle la preuve de travail. Bien évidemment, il y a plusieurs mécanismes de consensus. Et la preuve de travail, c'est ce qui est utilisé par Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est la toute première blockchain. Bien évidemment, Bitcoin, c'est une blockchain avec B majuscule. Mais avec B minuscule, Bitcoin, c'est également une crypto-monnaie. Donc, la blockchain Bitcoin va pouvoir, avec le proof of work, permettre aux mineurs d'ajouter des blocs à la blockchain après que ce mineur-là ait résolu une équation mathématique. Il y a plusieurs mineurs dans le monde qui veulent ajouter un bloc à la blockchain, mais le premier qui va résoudre l'équation mathématique va avoir le droit d'ajouter son bloc à lui à la blockchain. Et il va être récompensé en Bitcoin parce que c'est lui qui a gagné. Et c'est justement ça qui fait la puissance du consensus. Parce que les gens ne viennent pas sécuriser une blockchain parce que juste ils veulent sécuriser. Ils viennent sécuriser une blockchain parce que non seulement ça permet une plus grande transparence, mais ils gagnent également de l'argent. Et c'est là que Satoshi Nakamoto a été un génie parce que il permet aux gens d'avoir beaucoup plus d'intérêt à sécuriser le réseau plutôt qu'à vouloir le corrompre. Parce que les gains qu'il faut dépenser pour corrompre une blockchain sont inférieurs à ceux que l'on peut gagner en protégeant la blockchain. Donc, c'est plus avantageux de protéger une blockchain que d'essayer de la détruire. Et c'est là que tout l'enjeu se trouve.
La blockchain Bitcoin vient être en 2009 la toute première blockchain à avoir été créée par Satoshi Nakamoto dans le but de venir être une alternative au système financier actuel. Parce que le système financier actuel est un système qui est contrôlé et centralisé. Et vu qu'il est contrôlé sur la base de la dette, après, ce n'est pas le gouvernement qui crée de l'argent, c'est la banque centrale et la banque centrale prête au. Mais lorsque la banque centrale crée de l'argent, ça vient augmenter la quantité de billets en circulation et ça crée l'inflation. Ça veut dire qu'on crée un autre problème en résolvant un problème. Et c'est justement le piège de ce système financier-là. On peut créer de l'argent à l'infini et cet argent créé à l'infini vient créer un gros problème au niveau de la dilution de la valeur de l'argent qui est sur le marché. Voilà pourquoi vous auriez bien remarqué que à l'époque, en 2006, 2007, 2008, 2009, ben, on pouvait acheter avec la même quantité d'argent beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, avoir 10 000, c'est plus grand-chose. Avoir 100 000, c'est plus grand-chose. Avoir 1 million, c'est plus grand-chose aujourd'hui. Alors qu'avant, ben, ça valait beaucoup. 1 million, avec 1 million, tu pouvais aller acheter beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ben, ça vaut presque rien. Parce que plus le temps passe, plus les banques centrales impriment de l'argent, et plus ils impriment de l'argent, plus cet argent-là vient diluer la valeur de l'argent qui est sur le marché. Donc, lorsque Satoshi Nakamoto lance Bitcoin, c'est pour être une alternative au système financier, dans un sens, et permettre aux gens de ne plus subir les affres de ce système-là. Parce que littéralement, vu que le système est contrôlé, ceux qui ont le contrôle du système ont la possibilité d'avoir une influence sur l'argent des gens. Et qui contrôle l'argent des gens contrôle la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voici la raison pour laquelle la blockchain existe, dans un premier temps. Ensuite, on a eu une évolution à travers Ethereum. Ethereum qui vient être une blockchain qui ne se limite plus seulement à l'aspect financier des choses, mais qui va aussi jusqu'à l'aspect technologique. Donc, Ethereum, créé par Vitalik Buterin en 2015, permet de pouvoir utiliser la blockchain non plus seulement pour enlever les intermédiaires dans le domaine de la finance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Bitcoin, vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un en France sans passer par une banque, automatiquement. Ça veut dire que tous les inconvénients que la banque mettait, donc il faut se justifier, il faut payer des frais, il y a un plafond, il y a la queue qu'il faut faire, tous ces inconvénients-là, grâce à la blockchain, sont exclus. Donc aujourd'hui, vous pouvez envoyer 1 milliard à quelqu'un, OK, sans dépenser un rond. Vous pouvez dépenser genre maximum un euro, 1 dollar. Et c'est une révolution énorme. Non pas que la banque vient pour faire disparaître la banque, mais la crypto-monnaie, la blockchain vient pour être une alternative au système bancaire. Et le système bancaire pourrait même utiliser la blockchain grâce à Ethereum, grâce à ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, pour améliorer le système et fluidifier tout ce qu'il y a. C'est vrai qu'aujourd'hui, la centralisation veut nous être imposée, mais la réalité, c'est que si le peuple se lève, moi je pense que l'union fait la force, et si le peuple se lève, la centralisation va disparaître totalement. Mais pour ça, il faut que les gens soient informés. Voilà pourquoi nous faisons ce genre de podcast pour vous informer. Donc, Ethereum vient être créé pour permettre aux gens de ne plus seulement faire des transferts d'argent sur la blockchain parce qu'ils se rendent compte que la blockchain peut être exploitée pour faire beaucoup plus de choses. Je vous donne une anecdote simple. Lorsque Vitalik Buterin était enfant, il avait un jeu dans lequel il avait un personnage préféré. Et ce personnage préféré-là a été supprimé du jour au lendemain par les fondateurs du jeu. Donc pour lui, c'était injuste que il a son personnage et tout, et quelqu'un du jour au lendemain décide de le supprimer. Donc lui, en fait, lorsqu'il découvre la blockchain, il se rend compte qu'en fait, il découvre une technologie qui peut faire en sorte d'enlever cette centralisation et ce contrôle-là, et donc résoudre le problème auquel il avait été confronté plus jeune. Voilà pourquoi la notion de smart contract apparaît sur la blockchain. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, on peut programmer et automatiser des tâches, tout en étant sûr que ces tâches-là vont être exécutées selon les termes du contrat qui ont été établis, sans que personne ne puisse venir interférer entre la personne qui fait le contrat et la personne qui doit exécuter le contrat.
Et c'est une révolution parce que jusqu'alors, pour le faire, il fallait passer par un notaire, il fallait passer par un tribunal, il fallait passer par ceci, par cela. Mais aujourd'hui, grâce à Ethereum, on peut programmer des contrats. Ces contrats-là ne sont pas des contrats papier, ce sont des contrats informatiques sous forme de code informatique. Mais je suis également là pour vous faire comprendre que l'informatique est indispensable. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. L'informatique ne doit plus être un luxe, ne doit plus être quelque chose qui est perçu comme étant hyper compliqué. L'informatique doit être accessible à tous. Parce que les contrats que l'on gère aujourd'hui sous forme de papier, demain, ce sont des contrats informatiques que l'on va gérer. Ça veut dire que quelqu'un qui fait le droit devra avoir des compétences en code. Lorsqu'on a l'ère de l'intelligence artificielle, où on peut coder une application avec une IA. C'est vrai que c'est pas parfait, parfait. Il faut quand même avoir des connaissances en code pour le faire correctement. Vous allez bien vous rendre compte qu'en fait, on n'aura plus besoin d'humain, en fait. Ça veut dire que les compétences que vous avez aujourd'hui vont être obsolètes. Donc, vous serez obligé, peu importe votre domaine de compétences, de vous y connaître en code. Obligé. Et ça commence aujourd'hui, ça commence maintenant. Ça ne doit plus être quelque chose qui est mystifié. Donc, la blockchain Ethereum fait en sorte que on puisse avoir ce qu'on appelle le Web 3.0. Le Web 3.0, c'est l'Internet de la valeur. L'Internet de la valeur, c'était le sujet d'une conférence que j'ai eu à donner au niveau du Gabon à l'ANPI récemment. Et je vais certainement poster cette vidéo-là sur la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a également beaucoup de contenu posté sur Facebook. Donc, abonnez-vous également sur Facebook pour ne pas rater tout ce que nous proposons comme contenu. Nous essayons de diversifier en fait les contenus sur les différentes plateformes pour que vous puissiez avoir du contenu informatif, éducatif. Et nous proposons également des formations gratuites dans un premier temps qui vous permettront de pouvoir apprendre sur la blockchain. Maintenant, après, si vous voulez aller plus loin, nous proposons également une formation payante beaucoup plus poussée et vous donnant beaucoup d'autres avantages que vous découvrirez sur nos différentes pages. Donc, je pense qu'on a essayé de comprendre ce qu'est la blockchain. N'hésitez pas de poser des questions, mais l'idée, c'est ça, c'est d'abord de vous faire comprendre ce qu'est la blockchain. Ensuite, le contexte, le contexte en Afrique. Le contexte en Afrique et les défis actuels. En Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes sont d'ordre socio-économique, sont d'ordre au niveau de la corruption, de la confiance, au niveau de la bancarisation et au niveau de la faible transparence. Et donc, on va d'abord commencer par aborder les soucis au niveau socio-économique. On est d'accord que l'Afrique est perçue comme étant un continent hyper pauvre. Hyper pauvre. Malheureusement, en Afrique, on importe tout. On ne produit rien, on importe tout. Et ça, c'est quelque chose qui nous tue énormément. Parce qu'une économie qui n'est pas capable d'être autonome est une économie qui marche en fait sur un fil. Ça veut dire que si demain il y a une crise économique, en Afrique, on est mal barré, on est foutu. Parce qu'on dépend. Rien que quand il y a eu la guerre Ukraine-Russie, on s'est bien rendu compte que pour avoir du pain, c'était chaud. C'est pour avoir du pain, c'était chaud. Et c'est là que tu te rends compte qu'on est trop dépendant. On est trop dépendant et c'est dangereux. Ça veut dire que les Africains aujourd'hui doivent être conscients du fait que cette dépendance-là peut nous nuire. C'est vrai que on a tendance à dire oui, ce sont les autres qui dépendent de nous parce qu'ils viennent piller nos matières premières, etc. Oui, on dit ça, ok, ok. Quand on dit ça après, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Parce que ça ne change rien. Lorsque eux, ils viennent ici importer le cacao, ils importent le cacao peut-être à 1 million. Après, eux, ils transforment le cacao en chocolat et ils viennent vendre un conteneur de chocolat à 15 millions. Pourtant, ils ont pris la matière première ici. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité? Et quand on parle de problèmes socio-économiques, on parle également de la monnaie. Parce que vu qu'on importe tout, ben, notre monnaie en pâtit. On n'a pas notre propre monnaie, on est dépendant du franc CFA. Il y a d'autres pays qui ont leur monnaie, mais après, j'aimerais dire également que ce n'est pas le fait d'avoir sa propre monnaie qui permettra à l'Afrique de se développer, parce qu'on connaît beaucoup de pays comme le Zimbabwe qui ont leur propre monnaie, mais qui ne se développent pas. Donc le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Et il faudrait que le continent africain puisse ouvrir les yeux par rapport aux réalités. On est trop dans le bavardage actuellement en Afrique. Et c'est ça le problème. On est trop dans le bavardage.
Il faudrait plutôt que l'on ait un avis un peu plus objectif et qu'on prenne plus de recul pour analyser la situation et trouver de réelles solutions. Et aujourd'hui, moi, je viens vous apporter une solution pour régler ces problèmes-là à travers la blockchain. Donc là, nous étions sur les problèmes au niveau socio-économique. Mais il y a également les problèmes de corruption. En Afrique, il y a énormément de corruption. Malheureusement, en Afrique, tu ne peux pas avoir un poste sans connaître quelqu'un. Tu es obligé de connaître quelqu'un. Tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle des bras longs, entre guillemets. Et on va dire que c'est un avantage pour certaines personnes, mais c'est un gros inconvénient pour d'autres. Ah oui. Donc, moi, je pense qu'un continent, un pays, un milieu ne se développe que s'il y a un minimum de justesse. Quand je parle de justesse, je parle du fait que les bonnes personnes soient placées au bon endroit. Parce que lorsqu'il y a de la corruption, ça veut dire que il y a des personnes, en fait, qui sont à des postes qu'ils ne méritent pas. Malheureusement, ça fait que, vu qu'on a des incompétents pour gérer des choses qui sont importantes, on n'a pas de résultat. Alors que s'il y avait un certain niveau de transparence, une certaine, comment dire, une certaine, je sais pas, fluidité, quelque chose qui permettrait aux gens de pouvoir être là où il faut sans qu'il n'y ait de fraude, ben ça ferait en sorte qu'on ait des gens compétents au bon endroit pour gérer les choses telles qu'il faut qu'elles soient gérées. Et là, on aurait plus de résultats. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique. Et ça, c'est un gros problème. Et comme je vous disais tantôt, la blockchain vient être une solution à ce problème-là. La corruption, oui. Mais si on veut que le continent se développe, il faudrait qu'on puisse résoudre ce problème de corruption-là. Ensuite, nous avons la bancarisation. En Afrique, plus de 70% de la population n'est pas bancarisée. C'est énorme, les gars. Les gars, c'est énorme. 70% de la population n'est pas bancarisée. Ça veut dire que 70% de la population est exclue de l'économie. Et avoir autant de personnes exclues de l'économie, c'est trop dangereux, c'est trop grave. C'est trop grave. Dites-vous bien que dans des pays comme la France, les États-Unis, etc., même les éboueurs ont des comptes bancaires. Même les gens qui font les travaux considérés, parce qu'il n'y a pas de ce métier, comme étant des travaux bas, ils ont des comptes bancaires et ils sont payés par virement bancaire. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ici, en Afrique, avoir un compte bancaire, c'est un luxe. C'est totalement un luxe. Quand tu as un compte bancaire, ouais, c'est que voilà, on te respecte. Tu as BGFI, tu as Orabank, etc. Voilà, tu es un boss. Ou alors tu as été étudiant et puis tu as eu la chance d'avoir la bourse et puis voilà, tu as un compte bancaire. Mais ce n'est pas dans nos mœurs. Mais si on n'a pas de compte bancaire, comment on fait pour interagir sur le plan international? Comment on fait pour recevoir des capitaux? Comment on fait pour faire du business? Comment on fait? Aujourd'hui, les banques ne sont que dans les grandes villes. Lorsque tu es au fin fond d'un village, tu n'as pas accès au système bancaire. Aujourd'hui, avoir un compte bancaire, c'est un luxe. Et justement, c'est un gros problème. C'est un gros problème qui pourrait être résolu grâce à la blockchain, comme nous allons en parler tout à l'heure. Ensuite, la faible transparence. Lorsqu'il y a par exemple une élection en Afrique, on va se dire les vérités. Les élections en Afrique sont parfois truquées. Sont parfois truquées. Il n'y a pas de transparence. Et lorsqu'il ne s'agit pas forcément d'élections présidentielles, même d'autres types d'élections, ben c'est pareil. Et c'est un gros problème au niveau du manque de transparence qu'il y a. Et c'est justement ce manque de transparence qui favorise la corruption dont nous avons parlé tout à l'heure. Si on a un système qui nous permet de pouvoir concilier décentralisation, transparence, sécurité, robustesse, ben, on a un système qui nous permettra justement à nous les Africains de pouvoir nous autonomiser, de pouvoir réellement évoluer. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de ce podcast, c'est de vous parler des avantages de la blockchain maintenant. Et on va voir que grâce à la blockchain, les problèmes que nous avons eu à citer et à énumérer peuvent être résolus. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. J'ai vu qu'il y avait une demande là. Si vous voulez intervenir, pas de souci. OK, d'accord. Donc, les avantages de la blockchain. On a parlé des problèmes socio-économiques. En Afrique, on n'a pas notre propre monnaie. Mais j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que on n'a pas besoin de créer une crypto-monnaie africaine pour révolutionner ou changer l'Afrique. On n'a pas besoin d'avoir notre propre monnaie
pour révolutionner ou changer l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on connaît des pays qui ont leur propre monnaie, mais qui se gèrent mal. Bien évidemment, parfois, ces pays qui ont leur propre monnaie là sont sabotés. Oui. Parce que lorsqu'il y a une impression monétaire d'argent massive dans un pays, ben, c'est clair que l'inflation va suivre. Et parfois, ces ajouts massifs d'argent-là ne viennent pas forcément des dirigeants de ce pays. On sait très bien comment ça se passe. Mais aujourd'hui, la blockchain avec Bitcoin, parce que pour moi, pour récupérer notre autonomie monétaire, il faudra qu'on adopte tous Bitcoin en Afrique. Pourquoi? Parce que j'estime que Bitcoin, c'est une monnaie internationale. J'ai fait une vidéo dans laquelle je disais pourquoi est-ce que c'est absurde pour moi de créer une crypto-monnaie africaine entre guillemets pour libérer l'Afrique. Non. Créer une crypto-monnaie africaine, c'est nous exclure du marché international. Bitcoin n'appartient à personne. Bitcoin, c'est une crypto-monnaie neutre. Ça veut dire que lorsqu'on adopte Bitcoin en Afrique, on peut faire du commerce avec des Chinois, avec des Asiatiques, avec des Américains, avec des Français, etc. Parce qu'on a tous une monnaie commune. Tous ces pays-là adoptent Bitcoin. Actuellement, dans le monde, je crois qu'il y a près de 500 000 personnes, 500 millions de personnes qui utilisent des crypto-monnaies. Et la première crypto-monnaie par laquelle on passe pour acheter d'autres crypto-monnaies, c'est Bitcoin. Donc, adopter Bitcoin, c'est réellement pouvoir avoir un certain niveau d'autonomie parce que là, on ne va plus être obligé de passer par le franc CFA, par l'euro, parce que oui, lorsqu'on fait de l'importation, bien lorsqu'on veut euh, accepter des capitaux d'un autre pays qui vient nous financer ici en Afrique, ben, on va devoir donner 50% de nos gains à la France, au Trésor public français. Même lorsqu'on veut faire des taux d'échange pour échanger du franc CFA contre du dollar, on est obligé de d'abord passer par de l'euro et après on laisse encore des frais. Tout ça, ça nous rend pauvres. Alors, si on utilise Bitcoin, on n'a plus ces problèmes-là. On a par exemple la République centrafricaine qui a adopté Bitcoin, justement. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la République centrafricaine a compris quelque chose que d'autres n'ont pas encore compris. Le Salvador également. Le Salvador était sous l'emprise du dollar. Ils ont compris également ce que d'autres n'ont pas encore compris. Et donc, adopter Bitcoin, c'est nous ouvrir au monde. Pourquoi? On va maintenant partir au niveau de la bancarisation. Déjà, Bitcoin va nous permettre de ne plus dépendre d'un autre pays au niveau de la monnaie, mais Bitcoin va également nous permettre de pouvoir donner l'accès aux transferts internationaux à beaucoup plus de personnes. Ça veut dire que même la maman du village, qui est dans le fin fond du village, pourra recevoir de l'argent de quelqu'un qui est en France, aux États-Unis, en Chine. Parce que pour avoir du Bitcoin, pour utiliser des crypto-monnaies, on n'a pas besoin de faire de longues paperasses, etc. Il te suffit simplement d'avoir un téléphone, une connexion Internet, de télécharger une application qu'on appelle un wallet et de recevoir ou d'envoyer des bitcoins. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. On va me dire que oui, il faut Internet. Et c'est vrai qu'Internet n'arrive pas partout. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui sont en train de se développer permettant aux gens de pouvoir recevoir des bitcoins comme s'ils envoyaient des SMS à travers le réseau GSM. Et c'est une révolution. Et pour qu'il y ait des solutions comme ça, il faut que nous, les Africains, nous pensions à réfléchir, à penser et à créer ces solutions-là. Voilà pourquoi Crypto Afrique Future existe, parce que nous voulons être un incubateur de start-up blockchain. Nous voulons faire en sorte que les prochains Facebook, Amazon, etc. de demain soient basés sur la blockchain et soient des entreprises africaines. Et ça, ce sera possible si et seulement si nous arrivons à partager le message. Et oui, nous allons le faire parce que nous croyons en cette vision et nous pensons que c'est possible. La blockchain aujourd'hui vient nous mettre, on va dire, sur un point d'égalité parce que c'est une technologie de rupture qui va venir complètement modifier les habitudes des consommateurs, qui va complètement venir faire disparaître les technologies qui existaient bien avant. Est-ce que vous captez? C'est vrai que c'est encore flou peut-être, mais la blockchain est, à, est au 21e siècle ce que Internet était au 20e siècle. Littéralement. Littéralement, les gars. Donc, s'intéresser à la blockchain aujourd'hui, c'est vraiment avoir un pas, un pied dans le futur. Donc, pour revenir à la bancarisation, lorsque l'on fait des transactions aujourd'hui avec des crypto-monnaies, peu importe où on est, on n'a pas besoin
d'avoir une classe sociale élevée, avantagée. N'importe qui peut utiliser les crypto-monnaies, peu importe où il est, peu importe ce qu'il fait dans la vie, peu importe. La crypto-monnaie est ouverte au monde entier. Elle est décentralisée. N'importe qui peut décider d'être un nœud, donc de contribuer à la sécurisation d'une blockchain. C'est ouvert. OK? Et donc, au niveau de la transparence également, la transparence, c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi je vous ai expliqué dès le départ ce qu'était une blockchain pour que vous compreniez les avantages intrinsèques de la blockchain. Lorsque l'on parle de transparence ici, on va bien comprendre que lorsqu'on fait une transaction sur une blockchain, on peut consulter les informations qui ont été mises sur cette blockchain-là. Si moi, j'envoie de l'argent à quelqu'un, sur la blockchain, ce sera notifié. La seule subtilité qu'il faut comprendre, c'est qu'une blockchain n'est pas anonyme, elle est pseudonyme. Ça veut dire que lorsque vous faites une transaction sur la blockchain, on ne sait pas que c'est vous directement. Il y a une adresse par laquelle vous êtes représenté. Et ce n'est que si vous dites que cette adresse est la vôtre qu'on peut savoir que c'est vous. Donc, c'est pseudonyme. C'est un peu comme si vous créez un compte Facebook et qu'au lieu de mettre votre vrai nom, vous mettez un nom, voilà, un autre nom. Ben, à moins que vous vous dites à quelqu'un que c'est vous, on ne pourra pas savoir que c'est vous. Du coup, une blockchain, c'est pareil. C'est pseudonyme. Ce n'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Du coup, sur une blockchain, on peut voir, on peut retracer les transactions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, mais les blockchains sont utilisées pour les trafics de drogue, etc. Si vous comprenez bien ce que je viens de dire, ben vous vous rendrez bien compte que c'est le mauvais endroit pour faire du trafic de drogue, en fait, une blockchain. Parce que justement, si tu veux faire du trafic de drogue sur une blockchain, ben, on va te retracer facilement. Déjà, tu ne peux pas effacer tes traces. Parce qu'une blockchain, c'est immuable. Tu ne peux pas modifier l'information dessus. Et voilà, on va savoir qui tu es. Surtout, ben, parce que oui, aujourd'hui, il y a des mécanismes pour retracer les gens. Il y a même des entreprises qui se sont lancées rien que dans le but de faire de la recherche approfondie sur une blockchain. Donc oui, c'est possible d'attraper des trafiquants de drogue et c'est même beaucoup plus facile sur une blockchain. Surtout lorsque ces personnes-là sont passées par un KYC, un KYC. Voilà pourquoi on exige ça sur les plateformes centralisées. Donc les gars, c'est totalement une révolution, en fait, ce que je suis en train de vous présenter là. Et comme je disais, Ethereum est venu avec la possibilité de pouvoir créer des contrats informatisés basés sur une blockchain. Ça veut dire que ces contrats-là ne peuvent pas être modifiés, etc. Et les smart contracts, justement, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir créer des applications décentralisées. Et justement, lorsqu'on parle de transparence aujourd'hui, la blockchain nous permet de créer des applications décentralisées qui peuvent effectuer des tâches qui sont faites par les applications centralisées d'aujourd'hui, mais permettant d'être beaucoup plus justes. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas de Facebook, Amazon, etc., ce sont des réseaux sociaux, mais ils volent nos informations personnelles. Ils utilisent nos données personnelles pour faire du marketing, pour les vendre dans des entreprises. Il y a un proverbe qui dit que lorsque c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et sur les réseaux sociaux, c'est nous les produits. Ces entreprises-là, justement, aujourd'hui, on peut créer des applications, des réseaux sociaux décentralisés permettant à chacun d'entre nous de pouvoir détenir nos informations dans un premier temps et de pouvoir les monétiser si on le désire. Ça veut dire que ce n'est plus un Facebook ou un Google qui va décider de vendre nos informations personnelles, c'est nous-mêmes qui allons pouvoir le faire si on le veut et gagner de l'argent en le faisant. Voici les perspectives qui s'offrent avec la blockchain. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des élections numérisées, ben ces élections-là sont dans des bases de données centralisées et donc on ne peut pas forcément juger et attester de la transparence des choses. Aujourd'hui, grâce à une blockchain, on a la possibilité de créer des applications décentralisées qui permettent aux gens de voter de façon transparente parce que tout le monde peut avoir accès à ce qui se fait à l'instant T. La révolution n'est pas dans l'automatisation des tâches, n'est pas dans le fait de pouvoir faire les choses de façon transparente. Non. La révolution, c'est que là, on est sur une blockchain. Et la blockchain est synonyme de vérité parce que personne ne la contrôle. On peut très bien appeler un développeur web, il crée une application qui permet de faire des votes en ligne. Oui. Mais la différence avec la blockchain, c'est que sur une blockchain, personne ne peut tricher. Oui, tu vas venir faire un vote, mais une fois que ce vote est fait, c'est pas possible de le modifier parce que c'est basé sur la blockchain.
Et la blockchain n'est pas contrôlée par quelqu'un. C'est tout un consensus qui se place pour valider les transactions. Du coup, la blockchain est gage de vérité. Et c'est ça la révolution. Avec la blockchain, on va pouvoir faire des élections plus transparentes. Ça, c'est un point. Quand on parlait tout à l'heure de la transparence, de la corruption, aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont pas de diplôme dans certaines écoles, mais qui falsifient en fait ces documents-là. Grâce à la blockchain, c'est possible que des écoles puissent utiliser la blockchain pour authentifier leur diplôme. Ça veut dire que lorsque l'on va octroyer un diplôme à quelqu'un, ben, ce diplôme-là ne sera pas seulement vérifiable de façon physique, mais les gens qui auront accès au diplôme pourront également avoir accès à ce diplôme-là numériquement sur une blockchain. Et vu que ce diplôme-là sera basé sur une blockchain, on est sûr que ce diplôme est authentique. C'est révolutionnaire, les gars. Quand on parle de l'Internet de la valeur, on parle de la combinaison entre la blockchain, les smart contracts et la tokenisation. Bien évidemment, je ferai une vidéo spéciale pour parler de ça. Mais il faut comprendre que la blockchain va révolutionner l'Afrique et va permettre de résoudre tous les problèmes que nous avons actuellement. C'est vrai que ça a l'air utopique. Voilà pourquoi j'ai parlé d'utopie. Parce que ce ne sera pas de tout repos. Il y a beaucoup de solutions qui peuvent être mises en place dont je n'aurai pas forcément le temps d'en parler dans ce podcast. Mais ça a l'air utopique. Quand j'en parle comme ça a l'air hyper utopique. Et pourtant, c'est possible. Et c'est exactement comme Internet. Hein. Internet, lorsqu'Internet est arrivé, ben, beaucoup de personnes ne pouvaient pas croire que on pouvait communiquer avec quelqu'un. Moi, je suis ici, dans un pays, et l'autre est dans un autre pays, et puis on peut parler à travers un bout de fer. Moi, j'appelle ça comme ça, un bout de fer, un bout de métal. On n'y croyait pas. Ça paraissait utopique. Que oui, on va pouvoir faire des visioconférences, hein, se voir. Moi, je suis en France, toi, tu es ici aux États-Unis, et puis voilà, on fait visioconférence, on se voit, on parle et tout. On fait des réunions en ligne. C'était inenvisageable à l'époque. Quand Internet est arrivé, personne n'y croyait. Tout le monde se disait que ouais, 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 ouais. Mais Internet est venu tuer des emplois. Internet est venu changer les choses radicalement. Et les personnes qui ont été visionnaires à cette époque-là, ce sont ces personnes-là qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, on a une technologie de rupture, la blockchain. Ne soyons pas, comme toujours, en retard. Ça a l'air utopique, mais il faut être visionnaire. Il faut être visionnaire et voir l'opportunité lorsqu'elle n'est pas encore évidente. Parce que c'est là que l'on tire son épingle du jeu. Lorsque Elon Musk a lancé SpaceX, tout le monde le prenait pour un fou. Aller faire des voyages sur la Lune. C'est un fou, lui. Et pourtant, il fait partie des hommes les plus riches du monde grâce à ces entreprises-là. Quand il a lancé Tesla, voiture 100% électrique, on le prenait pour un fou. Aujourd'hui, grâce à Tesla, il est l'un des hommes les plus riches du monde. Les gars, là où on nous attend, ce n'est pas forcément là où on doit aller. Et là où on doit aller, ce n'est pas forcément là où on nous attend. Donc, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui en tant qu'Africain de se lancer dans des domaines aussi futuristes, mais la réalité, c'est que c'est là que l'on doit aller. C'est là que nous allons pouvoir tirer notre épingle du jeu. Parce que, comme je disais au début de ce podcast, la blockchain vient faire en sorte de rééquilibrer les forces. Aujourd'hui, en Afrique, nous ne sommes pas si en retard que ça sur la blockchain par rapport aux Occidentaux. Nous avons la possibilité de faire partie des meilleurs dans ce domaine-là et de pouvoir créer des solutions qui vont être utilisables à l'échelle mondiale. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord que nous puissions résoudre nos problèmes internes. Et la blockchain, c'est le meilleur moyen justement de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Imaginons, je suis chinois. Mes banques chinoises sont très fortes. Ça veut dire que moi, en tant que Chinois, je peux faire du business et déployer mon argent rapidement. Je peux, par exemple, être dans un pays et si on me demande 10 millions d'euros, je peux tout de suite envoyer ces 10 millions d'euros à un fournisseur.
Toi, tu es en Afrique, tu as ta banque, par exemple, je sais pas, je ne vais pas citer une banque en particulier. Et lorsque tu veux faire la même transaction, on te dit que non, c'est pas possible. Le plafond est limité à 1 million d'euros par jour. Tu peux pas. Notre compétitivité business est faible aujourd'hui. Grâce à la crypto-monnaie, tu es entrepreneur, tu as besoin de faire bouger des capitaux rapidement. Tu le fais facilement avec ton wallet. Il suffit juste que ton fournisseur en fasse accès du Bitcoin. Et ça va être de plus en plus le cas, surtout si on crée vraiment ce mouvement-là. Ce n'est pas la blague. Ce n'est vraiment pas la blague. Tout ce qui est confiance foncière également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu as un terrain en Afrique, c'est trop grave, c'est trop risqué. Si tu n'as pas de titre foncier, c'est compliqué. Et même lorsque tu as un titre foncier, sur le même terrain, tu peux avoir 7 titres fonciers différents parce qu'on a vendu le terrain à 7 personnes différentes. Et là, c'est un gros problème. Avec une blockchain, on pourra faire en sorte que les titres fonciers soient mis sur une blockchain. Et donc, lorsqu'une personne a détenu un terrain, on pourra le vérifier sur une blockchain en étant sûr que cette information n'a pas pu être falsifiée, modifiée, etc. La blockchain, voici ce que ça permet de faire. Je n'ai pris que quelques exemples pour vous faire comprendre la puissance de cette technologie-là pour l'Afrique. Et je pense que nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début parce que la blockchain a encore beaucoup d'autres cas d'application à faire valoir. Nous sommes qu'au début parce que la technologie blockchain a encore beaucoup de limites, beaucoup de solutions qui n'ont pas encore été trouvées. Si vous voulez, on est un peu comme à l'époque d'Internet en 2007, 2006, quand Internet venait d'arriver et qu'on avait encore des petits téléphones allô allô, les manivelles là. On n'avait pas encore la possibilité de concevoir qu'on pourrait faire un appel vidéo. On n'avait pas encore la possibilité de concevoir qu'on pourrait faire un live et avoir des milliers de personnes qui nous regardent. Voilà, on est à cette époque-là. À l'époque, ce n'était pas concevable. Ce n'était pas concevable. Pourtant, Internet était déjà là. Aujourd'hui, la blockchain existe. Il y a des choses qui ne sont pas encore concevables. Mais pourtant, la blockchain est déjà là. Donc, nous, les Africains, si on veut vraiment apporter une révolution, une innovation, il faudrait que l'on puisse déjà nous mettre en avance, saisir les opportunités lorsqu'elles ne sont pas encore évidentes. C'est ça qui fait en sorte que l'on puisse changer un monde. Aujourd'hui, le monde a été changé grâce à Facebook, Mark Zuckerberg, etc., Amazon. Ils ont pu le faire parce qu'ils ont vu ce que les autres ne voyaient pas. Aujourd'hui, il y a la blockchain. Et je fais ce genre de podcast pour que vous puissiez voir également ce que la majorité des gens ne voient pas. Donc, on a le Kenya, on a le Nigeria, on a la République centrafricaine qui ont déjà compris. On a l'Afrique du Sud également. On a le Rwanda. Plusieurs pays africains ont déjà commencé à comprendre. Mais il faut de plus en plus de sensibilisation et de plus en plus d'actions concrètes pour que les Africains prennent conscience de l'opportunité réelle qu'il y a là. On a eu le Sango Coin. C'est une crypto-monnaie qui a été créée par la République centrafricaine, permettant aux gens de pouvoir tokeniser les actifs du pays. Ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure que le Web 3.0, c'est la blockchain, les smart contracts et la tokenisation. Et grâce à la tokenisation, dites-vous bien que même la vieille maman du quartier peut investir dans un bien immobilier sans avoir des millions, avec 500 000 francs. Parce que la tokenisation permet à quelqu'un, par exemple, qui a un bien immobilier qui vaut 100 millions, de ne plus être obligé d'attendre quelqu'un qui a forcément 100 millions pour l'acheter. Tu as un bien immobilier qui vaut 100 millions, tu transformes ce bien immobilier-là en token, qui a une valeur numérique. Ces tokens-là, tu les divises par 100 millions, par exemple, ce qui fait que chaque token va valoir 1 $. Chaque token va valoir 1 $. Donc, tu as un bien immobilier qui vaut 100 millions, tu divises ce bien immobilier-là par 100 millions également, et tu as un bien immobilier qui vaut 1 franc. Voilà, je vais prendre l'exemple avec 1 franc. Ça veut dire que n'importe qui peut acheter des parts de ce bien immobilier-là. Ça veut dire que tu ne vas plus dépendre forcément des riches pour pouvoir vendre ton bien, mais n'importe qui pourra acheter ton bien parce que c'est beaucoup plus accessible grâce à la tokenisation. Les gars, tout ça c'est possible grâce à la blockchain. Et tout ça c'est possible en Afrique. On n'a pas besoin
de connexion hyper puissante pour utiliser un portefeuille crypto-monnaie. Et aujourd'hui, comme je vous disais, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place pour que l'on puisse utiliser la blockchain, même sans connexion Internet. Par exemple, par le réseau de satellite ou alors par la connexion GSM avec laquelle on envoie des SMS. Voilà le monde de demain, les gars. Voilà le monde de demain. Et moi, j'ai coutume de dire que Cheikh Anta Diop a été quelqu'un qui était un grand visionnaire parce que lui, il a toujours dit les Africains doivent s'armer de science jusqu'aux dents. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la science fait peur aux Africains. Et pourtant, tout ce qui nous entoure, c'est la science. Les mathématiques sont dans tout, sont partout. Et il faudrait que les Africains soient démystifiés par rapport à tout ce qui est technologique. Parce que comme je vous disais dès le début de ce podcast, demain, même si tu es juriste, tu seras obligé d'avoir des connaissances en code informatique, en programmation informatique. Parce que les contrats de demain ne seront plus des contrats papier, mais ce seront des contrats informatiques. C'est un peu comme à l'époque, on écrivait sur des papiers. Aujourd'hui, on écrit maintenant sur des ordinateurs, sur Word. On n'a plus besoin de feuilles et de stylos pour écrire. On a maintenant besoin d'un ordinateur pour écrire sur Word. Demain, on ne va plus utiliser Word. Demain, on va utiliser Visual Studio Code. Une application un logiciel qui te permet de faire du code informatique. Et il faudra savoir lire ces codes informatiques, les interpréter. Parce que si on n'a pas le contrôle, la maîtrise de ces outils-là, on va se faire pirater. Le monde est en train de se numériser à 100%. Les armes et les outils qu'il faut, ce sont des armes et des outils numériques. Et pour ça, il faut se former et arrêter d'avoir peur de ce qui est numérique. Lorsque tu as ta maison, tu as des clés. Tu fermes ta porte à clé parce que tu sais qu'on peut venir te voler. Ce sera pareil plus tard. Lorsque tu auras ton application, il faudra que tu saches comment te protéger sur Internet. Et pour ça, il faudra que tu aies des compétences en informatique. Indispensable. Les Africains doivent s'armer de science jusqu'aux dents. La science ne doit plus faire peur aux Africains. La science doit être vulgarisée. Vulgarisée. Donc, les gars, j'espère que ce podcast aura été assez intéressant. J'ai enregistré, donc je vais poster ce podcast-là sur Facebook, YouTube, etc. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Il est bientôt 20h50. Donc, dans 2 minutes, je vais fermer le space. Je vois qu'il y a une personne là. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Ok. Alors, c'était un véritable plaisir de faire ce podcast avec vous, franchement. J'espère que je pourrai, parce que c'est chaque jeudi, nous ferons ce genre de podcast, hein, chaque jeudi, pour partager la connaissance, pour partager ce qu'il faut pour que les Africains puissent comprendre la révolution qui se prépare. Chaque jeudi. Donc, soyez là, soyez là, soyez là, soyez là. C'était Harley, fondateur de Crypto Future. Notre vision de Crypto Future, c'est de justement être un incubateur de start-up blockchain. Nous comptons sur vous pour comprendre le message parce que nous avons besoin de la communauté pour faire grandir la communauté, comme j'ai coutume de dire. Merci beaucoup et à bientôt.